Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show, votre émission dédiée à la santé mentale. Aujourd'hui, on va voir la vie en rose grâce à Annabelle qui est partie faire une partie de bowling et puis grâce à Magali, notre coach santé mentale, développement personnel et nutrition. Elle va nous parler des bienfaits de certains aliments en rose et on va voir la vie en rose aussi grâce à notre invitée Virginie Chapdelaine. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es auteure du livre Revoir la vie en rose. Ouais. Un livre que tu as écrit en 3 semaines seulement. Oui. Et tu dis que tu es une apicultrice. C'est ça, je cultive le bonheur pour le transmettre. C'est ça, une apicultrice? C'est alors, ça. de quelle manière ça se fait, alors, de cultiver cette joie de vivre? Alors, c'est pas venu comme ça, c'est pas inné, déjà. C'est venu sur le tard, suite à un gros burn-out que j'ai fait en 2014, qui m'a mis en mode AVC. Alors, ce que j'appelle le mode AVC, c'est avachi, vautré dans le canapé. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le mode AVC. Je suis restée à faire l'amour à mon canapé pendant plus de 6 mois. Donc bloquée complètement sur le canapé, incapable de bouger. Incapable de bouger. Sortir. Suite aussi à un accident, j'avais une grosse luxation de l'épaule, plus grosse descente aux enfers, perte de l'estime de moi-même. Vraiment. Ouais. Mais l'épaule, quand on se blesse l'épaule, il paraît que ça signifie la dépression. Et ben... Donc, en fait, peut-être que, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé, mais finalement, c'est peut-être la dépression qui a fait que tu t'es blessée sur l'épaule. Oui, je pense qu'en fait, j'étais toujours à fond. Et puis, je pense que je n'ai pas écouté mon corps, et c'est mon corps qui m'a rappelé à l'ordre. Qui t'a dit stop, mais très violemment alors? Très violemment, parce qu'à un moment donné, j'étais même plus capable de m'habiller seule. D'accord. Donc c'était assez costaud. Et petit à petit, voilà, j'ai réussi à sortir du canapé, à me hisser jusque sur une chaise, à ma table, toute seule. Personne qui t'aidait à ce moment-là? Non, personne ne m'aidait. Et puis, je me suis remise en position assise après avoir passé 6 mois en position allongée. J'ai été surfer, non pas en mer, mais sur le web. Et là, j'ai découvert une formation en yoga du rire. D'accord. Une formation qui avait lieu 2 jours plus tard. Donc, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Je ne sais pas dire ce qui m'a attirée là-dedans, mais je me suis dit, ça, c'est pour moi, ça me parle. J'ai senti vraiment comme un appel, comme une bouée de secours qui m'était envoyée via le net, en fait. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le yoga du rire. Alors, le yoga du rire, vous allez nous expliquer ça dans un instant, mais en tous les cas, ça fait du bien. Oui, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, ça a été le début de ma remontée vers la lumière, en fait. Parce qu'après m'être formée au yoga du rire, j'ai découvert la psychologie positive qui, contrairement à la psychologie, s'intéresse vraiment à ce qui va bien chez les gens. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et du coup, je me suis intéressée à ce qui allait bien chez moi et je me suis mise à le cultiver. Parce qu'en fait, pour vous, les psychothérapies sont plus dans le sens de ce qui va mal, c'est ça? Et ça ne vous convenait pas, ce genre de méthode? Alors moi, je ne connaissais pas du tout la psychologie ou la psychothérapie, ouais. mais clairement, quand on va chez un psy, on lui raconte ce qui ne va pas bien chez nous. Moi, je n'ai jamais vécu ça, mais c'est ce qu'on voit dans les films. Enfin, c'est ce que j'entends dire vraiment tout le temps. Mais pour en tirer le meilleur, quand même. Pour en tirer le meilleur. Mais la psychologie positive s'intéresse vraiment à ce qui va bien chez les gens. Et Martin Seligman, qui a développé cette discipline-là, s'est vraiment intéressé de façon scientifique à ce qui allait bien chez toutes les personnes qu'il a étudiées, pour voir s'il y avait des similitudes dans cette capacité à être heureux, en fait. Donc toi, tu t'es relevée déjà en position assise toute seule, et après ça t'a aidé. Mais finalement, en fait, ça veut dire quand même que ton corps a dit « Allez, il faut y aller, il faut se battre ». Mais alors moi, j'ai lu ton livre, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé que ça. En 2014, c'était le burn-out, mais si on revient un petit peu en arrière de ton histoire, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses difficiles. Oui, j'ai envie de dire, j'ai quand même vécu une avalanche de malheurs qui m'ont mis à terre, mais dont je me suis relevée régulièrement, mais je ne me suis pas rendu compte que je me relevais. Moi, j'étais plutôt en mode survie
continuer à vivre, voilà, coûte que coûte, tant bien que mal. J'avançais comme un bon petit cheval. Mais oui, j'ai traversé un petit peu un grand moment d'enfer. Et là, revoir la vie en rose. Donc, je le disais, c'est un livre que tu as écrit en 3 semaines, pendant le confinement. Voilà, le premier confinement. Le premier confinement, celui qui était très long. C'est ça. Mais tu n'as pas eu besoin des 3 mois, hein. Tu n'as eu besoin que de 3 semaines. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie d'écrire ce livre, Revoir la vie en rose? Alors, déjà, il faut savoir que juste avant le premier confinement, j'étais comédienne, je faisais du stand-up, j'étais également prof de théâtre, j'avais un hébergement plus un jardin pédagogique. Et en fait, toutes ces activités se sont trouvées arrêtées du jour au lendemain. Et puis, j'ai commencé à surfer sur le net et c'était le début de toutes ces réunions via Zoom, voilà, en ligne. Et je suis tombée sur une conférence de Catherine Testa qui nous expliquait qu'on avait le droit d'écrire, on était légitimes tous pour écrire un livre, que les éditeurs français cherchaient de nouveaux auteurs. Et donc je me suis dit, mais c'est une bonne idée, j'écris déjà des sketchs, bah, je vais m'y mettre, je vais voir. Et j'ai posé le crayon sur la feuille et je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai connu ce qu'on appelle en psychologie positive le flow. D'accord. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on est capable de fournir d'énormes efforts, mais avec aucune fatigue. Et même mieux, ça nous donne de l'énergie. Donc c'était assez jouissif, toute cette période, ces 3 semaines d'écriture, parce que j'arrivais pas à m'arrêter d'écrire. Ça me rendait heureuse, le fait d'écrire. Pourtant, j'écrivais sur des choses douloureuses, mais moi, c'est comme si je faisais un grand nettoyage de tout ce qui m'encombrait, je le posais sur le papier. Et du coup, ça a laissé une grande place pour des choses positives. Ouais, tu as trouvé les vertus de l'écriture. C'est ça. Tu parles beaucoup de... Alors, je ne sais pas si on le dit factum, factum, je ne sais pas comment le prononcer. Ouais. C'est qui? Alors, factum, c'est le nom que j'ai donné à mes monstres, à mes démons intérieurs. Faut savoir que factum, c'est un mot latin et ça veut dire un fait avéré. D'accord. En fait, j'ai voulu comme personnifier mes démons. Donc, j'ai donné un nom à ces démons intérieurs. Une image aussi. Comme pour les visualiser, comme pour mieux les combattre, en fait. Ouais, et puis, tu dis même que c'est un dragon. C'est ça, un dragon. Un dragon. Pourquoi le dragon? Il y a cet aspect d'enflammer quelque chose. Le dragon, c'est parce que déjà, c'est mythologique, ça crache du feu, ça peut nous brûler. Hein, le burn-out, c'est ça aussi. Hein. C'est la colère, le dragon. Hein. C'est aussi la colère. Et puis oui, on brûle de l'intérieur. Il est à l'extérieur, mais en même temps à l'intérieur de nous. Hein. On a cette dualité en nous. Et ce dragon, qui à un moment donné se transforme en bon chien-chien. C'est ça. C'est ça. C'est ça parce qu'en fait, je me suis appuyée sur toutes mes connaissances en psychologie positive. La psychologie positive, c'est pas nier ce qui nous est arrivé, c'est juste accepter de la regarder en face et puis l'apprivoiser. Et quand on apprivoise ces démons, ils sont toujours là, à nos côtés, mais en fait, c'est comme des amis fidèles. Ils se rappellent à nous, mais ils ne nous font plus mal. Et alors, ça t'a renvoyé à presque 50 ans en arrière, sur des traumatismes que tu as eus très jeune, à l'âge de 5 ans, et tu as traversé 50 ans avec une colère que tu ne comprenais pas. C'est ça. Une colère et puis des peurs et de la culpabilité, enfin toute une série d'émotions un peu désagréables, mais je ne comprenais pas pourquoi je vivais avec toutes ces émotions en moi. Et alors, est-ce que tu les as gardées en toi pendant 50 ans, ça a peut-être même attiré le malheur, parce que tu étais négative. Et puis tout d'un coup, maintenant, depuis que tu as écrit ce livre, qui a été libérateur pour toi, eh bien, on peut le dire, tu ne vois plus la vie en noir, tu vois la vie en rose. Carrément, carrément. Il n'y a que des belles choses qui viennent à moi. D'ailleurs, je suis là aujourd'hui, hein. C'est une belle chose, hein, disons-le. Oui, on est très heureux d'ailleurs que tu sois là pour nous raconter ton histoire. Oui. Ouais. Donc on y va?
Je dis mon histoire maintenant? Ah, tu veux raconter ton histoire? Écoute, nous, on n'oblige pas ici à raconter son histoire. C'est toi qui, voilà, si tu as envie de le partager, parce que nous, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit qu'au contraire, ça te rendait encore plus forte d'en parler. C'est ça. Donc, c'est vraiment toi qui as cette liberté de raconter cette histoire. C'est pas tant le fait de raconter mon histoire que je trouve important, mais d'expliquer ce que moi j'ai pu en tirer de positif, pour que chacun aussi puisse trouver des clés pour eux-mêmes. Et ça, je trouve ça terriblement pédagogique. Ouais. Et pour être vraiment dans le concret, quand j'avais 5 ans, j'avais l'habitude de me réveiller la nuit. Alors moi je dis la nuit, mais quand on a 5 ans, même s'il est 20h, pour nous c'est la nuit. Donc je ne saurais pas vraiment, je ne me rappelle pas l'heure qu'il était. Je me rappelle qu'il faisait nuit, que moi j'étais couchée. Et je me suis réveillée parce que j'avais soif. Et j'ai appelé ma mère pour qu'elle m'amène à boire. Et ma mère n'est pas venue. Donc je me suis levée, j'ai cherché ma mère dans l'appartement. Et mon père n'était pas là, il était en déplacement professionnel. J'ai fait le tour de l'appartement, je n'ai pas trouvé ma mère. Il y avait juste mon petit frère de 3 ans qui était dans sa chambre. Et j'ai voulu ouvrir la porte de l'appartement pour aller voir si ma mère était sur le palier ou chez les voisins. Et la porte était fermée à clé. Donc là, il y a une bouffée d'angoisse qui est montée. Je me suis sentie prisonnière, je me suis sentie abandonnée aussi. Et pour moi, ça devenait vraiment vital de sortir de cet appartement. Je me sentais prise au piège. Et donc je me suis habillée. J'ai préparé mon cartable, parce que mon cartable, c'était mon meilleur ami à cette époque-là. J'étais en CP à 5 ans. Ouais, donc tu aimais beaucoup l'école? J'adorais ça, j'adorais l'école et je ne pouvais pas concevoir de quitter cet appartement sans mon cartable. J'ai été réveiller mon petit frère, je l'ai habillé et je lui ai dit « Viens, on va sauter par la fenêtre ». Pour moi, c'était la seule façon de nous sauver parce qu'on n'était pas en sécurité. Pour moi, si ma mère n'était pas là et qu'on était enfermés à clé, on n'était pas en sécurité ici, il fallait absolument sortir. Donc j'ai été dans le salon, j'ai approché un fauteuil de la fenêtre. Et c'est drôle, les images qui restent dans ma mémoire, parce qu'à l'époque, on avait des fauteuils en osier, les fauteuils Emmanuel. Oui. Donc moi j'ai cette image-là, de ce fauteuil en osier que j'approche de la fenêtre, je monte dessus, j'ouvre la fenêtre, je prends mon cartable, je balance mon cartable par la fenêtre, j'ai enjambé l'appui de fenêtre et j'ai sauté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on habitait au 5e étage, donc j'ai sauté du 5e étage. Ce qui est un peu fou, mais quand on entend une enfant de 5 ans raconter ça, finalement, on comprend tout de suite qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. C'est ça. Et faut savoir aussi que très souvent, j'entendais des paroles de ma mère qui disaient à mon petit frère et à moi, si vous n'êtes pas assez sage, je vais vous balancer par la fenêtre. D'accord. Donc, quand on entend ça, on ne peut pas s'imaginer que ce soit grave, le fait de sauter par la fenêtre. Évidemment, quand je me suis sentie tomber, là j'ai compris que j'avais fait une bêtise et quand je suis arrivée au sol, j'ai aussi compris que j'avais fait une grosse bêtise. Je suis tombée sur le dos. Ouais, t'es arrivée consciente? Oui. Ce qui paraît incroyable quand même. Oui. Mais je ne sais pas si j'étais protégée à ce moment-là ou si j'avais suffisamment de force vitale pour rester consciente, mais je suis restée consciente. Je me rappelle avoir atterri sur le dos, sur une grille d'évacuation d'eau. Donc mon corps se rappelle de la sensation de tomber sur le dos sur la grille et j'ai trouvé la force de me relever. Je ne me suis rien cassé. J'ai été sonnée chez la voisine du rez-de-chaussée et je lui ai dit « Vite, vite, mon petit frère va sauter par la fenêtre » et moi je me suis totalement écroulée à ce moment-là. Voilà, j'avais l'instinct de survie. C'est ça. Le corps a dit tiens le coup, il faut sauver le petit frère, donc relève-toi. Et donc tu as réussi à te relever. On ne sait pas comment finalement, hein, parce que 5 étages, bon, normalement on ne se relève pas. Hein. Et donc tu as réussi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que aujourd'hui, c'est ça l'objet de ce livre et des sketchs que tu écris, c'est que tout ça, on comprend ce qui s'est passé, c'est quand même assez lourd, assez dramatique. On va aller un petit peu plus loin dans le sujet.
tu as sauvé ton petit frère, il n'a pas sauté. Hein. Non, mon petit frère n'a pas sauté. C'était pas son histoire. Moi, je l'avais sorti de son sommeil, mais lui n'avait pas cette bouffée d'angoisse. Il comprenait pas pourquoi moi j'avais fait ça. Il avait une telle confiance en toi que finalement, il t'a suivi aveuglément. Bon, tu l'as sauvé. Et alors, tu arrives aujourd'hui, grâce à la méthode dont on va parler là dans un instant, à en rire. Et puis même, tu viens de le dire, que tu parles des fauteuils d'Emmanuel. C'est drôle parce que je me souviens de ce fauteuil Emmanuel. Donc, tu as réussi Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas une tragédie, du coup. Tu as réussi à te relever. Mais aujourd'hui, tu en ris de ça. Oui. Par contre, entre il y a 50 ans, finalement, et aujourd'hui, j'ai quand même porté cette honte d'avoir fait ça, parce que après, dans ma famille, plus personne n'en a parlé, et je me suis sentie coupable d'avoir fait ça, d'avoir mis quelque part mon petit frère en danger aussi, parce qu'il aurait pu faire comme moi. Donc moi, j'ai porté ce fardeau quand même pendant 50 ans, j'ai mis mon mouchoir par-dessus, et puis j'ai avancé dans la vie. Et puis voilà, régulièrement... Ce qui est incroyable, alors je ne sais pas en quelle année c'était, mais c'est vrai que les thérapies, c'était pas très tendance, on va dire. Et du coup, personne t'a emmené voir un spécialiste pour voir si tu avais des traumatismes et comment ça allait évoluer dans ta vie. Personne t'a dit, bon, bah écoute, il s'est passé quand même quelque chose d'assez important. Là. Ça s'est passé en 1973. Et je me rappelle à l'époque que j'ai passé pendant plusieurs années des électroencéphalogrammes. D'accord. Pour vérifier s'il n'y avait pas des troubles dus à la chute. Mais tout allait bien, mais c'est tout. Par contre, je n'ai jamais parlé à un professionnel de ce que j'avais fait, pourquoi je l'avais fait. Voilà, personne ne m'a posé la question. Et donc, pendant 50 ans, tu es en colère, tu fais des dépressions. Ouais. Tu n'attires pas que le bien autour de toi parce que finalement, tu n'attires pas le bien, c'est-à-dire qu'il t'arrive plein de choses négatives. Et aujourd'hui, mais franchement, j'ai commencé mon introduction un petit peu joviale en disant « Eh oui, nous allons revoir la vie en rose ». Et comment tu as fait ? Eh bien, suite à mon accident donc, à l'épaule, suite à mon burn-out en 2014, voilà, j'ai découvert le yoga du rire, la psychologie positive. Et j'ai trouvé le courage d'aller voir le théâtre de ma commune pour leur proposer d'animer des ateliers théâtre. J'ai donc eu gain de cause. Voilà, c'était une des premières vraiment belles choses que moi j'avais pu provoquer, c'était ça, d'avoir réussi à animer des ateliers théâtre d'improvisation. Et pratiquement au même moment, j'ai découvert les ateliers de stand-up que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'avais toujours rêvé de pouvoir faire rire les gens sur scène, parce que je fais du théâtre depuis que je suis petite, depuis que j'ai 6 ans. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que la première pièce que j'ai jouée à 6 ans, c'était Le Petit Prince. Donc, il y a encore quelque chose de similaire par rapport à mon histoire. Puis 6 ans, c'est juste après. C'est juste après, exactement. Tu as passé combien de temps à l'hôpital ? Je pense que j'ai passé plus d'1 mois. Moi, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais... C'était très peu de temps après, finalement. Voilà. Donc, tu as découvert le théâtre petite. Oui. Et puis le stand-up, ça a été formidable. J'ai assisté à une première séance où je regardais les comédiens monter sur scène et puis passer à tour de rôle pour présenter leur sketch. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris un stylo et j'ai écrit un sketch, mon premier sketch de stand-up, qui était sur le rire, mon premier sketch. Et je tournais en dérision le fait de séduire les hommes. Moi, en fait, j'avais imaginé une super méthode pour séduire les hommes. On dit que femme qui rit est à moitié dans ton lit. Eh bien, moi, j'ai décidé de rire pour que les hommes se sentent drôles et pour faire qu'ils aient envie de me mettre dans leur lit. Donc, voilà, ce sketch, il était sur premier sketch de stand-up. Voilà, différents types de rire, différentes façons de rire. Mais ce qui est... on ne peut pas ne pas faire le rapprochement. Stand-up, lève-toi. C'est ça. Lève-toi, tu as 5 ans, lève-toi pour sauver ton petit frère. Lève-toi, en fait, c'est ta vie, ça. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que tu as créé cette méthode stand-up ? Oui. Tu as créé, alors il va falloir expliquer précisément ce que c'est que cette méthode. Et en plus, avant de parler de la méthode,
un de mes sports favoris, c'est le stand-up paddle. Donc il y a encore des similitudes, hein, être debout sur une planche de surf et puis avancer grâce à une pagaie, trouver l'équilibre. Et alors, ce mot stand-up, c'était vraiment en moi, un peu comme si c'était les battements de mon cœur. Stand-up, cette injonction, relève-toi. Ça a été tellement formidable pour moi de découvrir cette discipline, de faire rire les gens sur scène avec mes sketchs. Pendant le confinement, en fait, je me suis raccrochée à tout ce que j'avais déjà écrit et je me suis rendu compte que tous mes sketchs, en fait, avaient été écrits avec la première matière de tout ce que j'avais vécu, sauf ce premier événement que j'avais vécu à 5 ans. Ça, je n'avais pas encore réussi à écrire là-dessus. Mais tu t'en souvenais? Ah oui, oui. C'était pas quelque chose que ta mémoire avait enfoui dans un coin? Non, pas du tout. Non, c'est un film et encore aujourd'hui, là, je t'en parle, le film se déroule... Tu revis encore ça, mais sans douleur? Eh bien, j'ai plus de douleur parce que j'ai réussi à écrire un sketch qui me fait rire et qui fait rire les gens sur scène, parce que j'ai eu la chance de le jouer sur scène. Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand j'ai observé tous les sketchs que j'avais déjà écrits sur des choses douloureuses que j'avais vécues, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu ne me faisait plus de mal. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'écrire sur cet événement, ce saut du 5e étage. Et c'est ce livre que j'ai écrit sans pouvoir m'arrêter en 3 semaines. Alors évidemment, après, j'ai passé un petit peu plus de temps à le corriger pour qu'il soit montrable. Et puis, oui, j'imagine qu'il y a eu des brouillons. Voilà, c'est ça. Mais le premier jet a été écrit en 3 semaines. Et donc, cette méthode stand-up, je me suis dit, si ça a fonctionné pour moi, ce serait chouette que ça puisse fonctionner pour d'autres personnes. Et comme j'aime jouer avec les mots, eh bien, ce mot stand-up, je l'ai transformé en acronyme. Donc, il y a 7 lettres dans stand-up. Et donc, j'ai défini 7 étapes pour commencer à écrire son histoire jusqu'à la version finale, la transformer en 7 étapes pour arriver à un sketch humoristique, pour se faire rire soi-même, avec autodérision. Chaque lettre signifie quelque chose? Oui. Donc le S, par exemple, c'est sélectionner un souvenir sensible à soigner. Le T, c'est théâtraliser. C'est-à-dire que la première partie, on écrit son histoire telle qu'on l'a vécue, en mettant tous les faits, voilà, tous les détails. C'est mentionné ici, hein, voilà. de toute façon. Vraiment d'aller à fond et de raconter tous les détails, parce que chaque détail va avoir une importance et va nous fournir des clés pour ouvrir sur la suite des étapes. Et la théâtralisation, en fait, on réécrit notre histoire, mais sans dire « je », mais c'est comme si on confiait notre histoire à quelqu'un d'autre. Tout d'un coup, on prend un petit peu de distance et on raconte l'histoire comme si elle était arrivée à quelqu'un d'autre. Alors on a le A pour ayez un nouveau point de vue sur votre vécu. Voilà. N pour nourrissez votre quête de sens. D, dédramatisez pour vous libérer de la douleur et des fauteurs de troubles. U, ultime bataille pour de rire. Elle est jolie cette phrase. Et P, partagez, sortez de l'ombre et renaissez dans la lumière en héros ou en héroïne. Donc c'est la méthode. Et tu coaches des gens pour se sortir de leur traumatisme. Oui, je les accompagne, alors soit dans des ateliers d'écriture assez brefs, où on fait, on réécrit son histoire en passant par les différentes étapes, soit carrément sur des périodes beaucoup plus longues, sur 7 mois, parce que cette méthode, il faut l'aborder en ayant déjà fait un travail pour regonfler un petit peu sa confiance en soi, son estime de soi, voilà, travailler un peu son état d'esprit, pour arriver un peu avec une posture de conquérant et déjà la posture du héros. Est-ce que tu connais les groupes d'entraide mutuelle? Alors, pas du tout. Les groupes d'entraide mutuelle, eh bien, ce sont des groupes avec des personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique. Ça peut être une histoire traumatisante, donc le trouble du stress post-traumatique. Ça peut être les personnes qui sont atteintes de bipolarité, de schizophrénie, etc. Et toutes ces personnes se réunissent autour d'une association dont le président est une personne atteinte elle-même,
mais avec un animateur. Et là, ils sont partis sur l'un des GEM Falleret, ils sont partis à Orgeval faire une partie de bowling pour revoir la vie en rose. Et c'est Annabelle qui va venir nous en parler. Elle va venir même nous rejoindre sur ce plateau. Et oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Tu sors du bowling. Je sors du bowling, effectivement. Et ça t'a mis en forme. Voilà. Non, parce que ça y est, le Covid est presque terminé. Je dirais qu'on commence à quand même voir la lumière au bout du tunnel. Et ça y est, on peut reprendre les activités, se faire plaisir, retrouver des gens et donc aller au bowling. Voilà. Donc tu l'as bien dit, le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Alors il faut savoir qu'il en existe 505 en France, dont 13 gérés par l'œuvre Falleret. Donc vous pouvez quand même en avoir un pas loin de chez vous, donc surtout poussez la porte. C'est quand même des lieux d'accueil extraordinaires pour les personnes qui ont un handicap psychique. Ça leur permet de se retrouver entre eux, d'appréhender l'extérieur mais ensemble, notamment par exemple, pour aller au bowling. Il y en a peut-être qui avaient peur d'y aller, mais là le fait d'être ensemble, ils s'entraident et donc ça aide. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées dans ces GEM et les gens ils vont plusieurs fois par semaine parce qu'en gros il y a des plannings proposés et ils vont choisir en fonction de leur envie. Ouais, tous les jours, il y a des activités. Ouais, tous les jours, parce qu'il y en a qui y vont tous les jours. C'est vraiment leur repère. C'est un moment dans la journée, ça permet aussi de lutter contre l'isolement, d'être moins seul chez soi, de se dire faut que je me lève, ce matin j'ai ça, je vais voir un tel. Voilà, donc on est parti au bowling, une petite activité appréciée par les adhérents, vous allez voir. Ça se passe toujours bien pour les sorties, surtout qu'on a attendu avant de ressortir. Donc là, tout le monde est ravi de retrouver un peu l'extérieur sur des sorties même classiques, j'ai envie de dire. Bowling, c'est des trucs qu'on fait assez souvent, mais ça fait plaisir de retrouver nos petites habitudes, justement, qu'on avait arrêtées depuis bien plus d'un an maintenant. Allez Hassan, 3 points pour faire mieux qu'Aliou. Merci Benjamin pour nous avoir donné la chance d'aller au bowling. C'était une bonne partie, on s'est bien amusé. Et tout le monde a bien joué, s'est amusé, c'est ça l'essentiel. Le bowling est clairement truqué, parce que là c'est flagrant, Au vu de mon score, on peut que se dire que c'est truqué. Mais bon, l'important c'est que je sois devant Bamba. Donc au mois d'août, tu prends ta revanche. Voilà. Allez, on fait ça. On s'est bien amusé. Je suis arrivée la dernière, c'était longtemps qu'on n'était pas venus. Plus d'un an et demi qu'on n'avait pas fait de petites sorties et tout, donc là, le GEM revit. Ça y est, c'est officiel. Voilà, c'est quand même agréable. Plus d'un an et demi après, on ressort. Alléluia, c'est merveilleux. Donc le bowling, le concept est assez simple, donc c'est pourquoi tout le monde peut y jouer. Le concept, c'est lancer une boule en un minimum de coups, virer les quilles en face, bref. C'est assez simple. On peut être mauvais joueur aussi, visiblement. Voilà, oui, il y en a des mauvais joueurs. En disant que c'est truqué. Il y a un petit côté agréable quand on voit la boule exploser les quilles. C'est toujours un petit moment sympathique. Voilà, donc c'est une sortie vraiment récréative. On sent vraiment ils étaient heureux d'être là, tous ensemble. Et je pense que c'est important pour vous revoir la vie en rose. C'est ça aussi, c'est se faire plaisir et prendre le temps d'être ensemble. Oui. Voilà. Tu n'as jamais eu, toi, l'occasion d'aller vers un groupe d'entraide mutuelle? Non. Tu savais que ça existait? Absolument pas. Non. Parce que ça aurait pu t'aider, justement, plutôt que de rester ces 6 mois seule, oui, face à toi-même. Mais en même temps, quand je pense à là où je suis aujourd'hui, ma mission, en fait, était d'être seule, puisque je fais du stand-up et c'est du seul en scène. Oui. Donc, voilà, je me suis prouvé que j'étais capable de me relever seule. Et c'est un beau message que je m'envoie à moi-même, en fait,
C'est comme si d'un coup je savais que j'avais des super pouvoirs et que je suis capable de me relever. Et c'est le message que j'ai envie d'envoyer aux autres, que chacun a les ressources en soi pour se relever soi-même. Oui, en écrivant des stand-up, mais aussi en écrivant un livre avec un héros ou une héroïne, en fait. Exactement. Qu'on aime et qu'on réécrit l'histoire, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et on a ce pouvoir. Ouais. Chacun d'entre nous a ce pouvoir. Oui, ouais. On a les ressources. Après, il faut se faire accompagner si on ne se sent pas capable de le faire seul. Mais ce qui aide, en fait, c'est de mettre du sens sur ce qu'on a vécu et puis de décrypter un petit peu les messages cachés. Et les messages que moi, j'ai trouvés dans mon histoire, c'est que j'étais capable de me relever seule des pires épreuves, tant physiquement que psychologiquement. Et puis que j'étais capable aussi, et j'étais certainement faite pour aider les autres, puisque j'ai pensé à moi dans cet événement, mais j'ai aussi sauvé mon petit frère. Oui. Et ça, quand j'avais 5 ans. Et ça, donc faut pas l'oublier non plus. Quand j'ai pris conscience de ça, et j'en ai pris conscience en fait 50 ans après avoir sauté, hein, c'est quand j'ai écrit mon livre que j'ai pris conscience de ça. Et en fait, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de faire. Que ce soit par la scène ou par l'écriture, j'ai envie d'aider les autres. C'est marrant parce que vous, excusez-moi, mais vous dégagez une énergie. Mais c'est vrai, vous êtes solaire. Solaire, c'est ça. Rose. Ah, voilà, je trouve que c'est... Oui, d'ailleurs, ce titre, comment tu l'as trouvé? Alors, Revoir la vie en rose. C'est marrant parce que dans mon esprit, et pas que dans mon esprit, hein, dans mon premier geste, j'avais mis un titre totalement différent. J'avais appelé ce livre « Stand Up », se relever de ses traumatismes grâce à l'humour. Et puis, je me suis fait accompagner par une coach en écriture pour m'aider à publier ce livre. Je l'avais écrit seule, mais j'avais besoin d'aller plus loin que l'écriture. Je voulais vraiment qu'il soit lu par le plus grand nombre. Et elle m'a dit, ton titre, il fait trop professionnel. C'est bien d'avoir un titre grand public si tu veux toucher un maximum de gens. Alors fais des propositions, écris plein de propositions de titres. Et en fait, le premier titre qui m'est venu, c'est « Revoir la vie en rose ». Parce que contrairement à aujourd'hui, d'habitude, je suis tout le temps habillée en rose. Oui, mais c'est parce que vous ne le voyez pas. Mais Virginie a des chaussures roses. Effectivement, moi je l'ai remarqué tout de suite. Alors, les groupes d'entraide mutuelle proposent aussi des ateliers d'écriture. Oui, il y a des ateliers d'écriture. Moi, j'en ai fait un récemment avec un groupe d'entraide mutuelle. C'était à Nogent-sur-Marne, je crois. Oui, Fontenay-sous-Bois. À Fontenay-sous-Bois, merci. Mais la géographie n'est pas très... Non, c'est la ville d'à côté en fait, c'est dans le 94. C'est vrai que c'est sympa, en fait on est parti, alors c'est un atelier d'écriture qui nous faisait, d'abord c'était écouter une musique, et de cette musique, qu'est-ce qu'on ressentait? Donc il fallait mettre des mots, et de ces mots on en a sorti un texte. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a des mots communs qui revenaient à tout le monde, et après des choses différentes, et on est parti sur un super texte. Voilà, c'était une musique classique, c'est vraiment très chouette. Oui. Et c'est un exutoire, en fait, l'écriture aussi. Bah, ce sera l'objet de ta prochaine chronique, s'il te plaît, pour nous montrer effectivement ces ateliers d'écriture. Alors, tu as fait, dans ta vie, une vingtaine de métiers. Ouais. Lequel tu as préféré avant le stand-up et l'écriture? Je pense que c'est quand même le métier de comédienne, puisque je fais du théâtre depuis toute petite, mais c'est qu'à 50 ans que je me suis dit... je pourrais en faire mon métier. Tu t'es autorisée? Je me suis autorisée à le faire en tant que métier. Et régulièrement, mes profs de théâtre me disaient « mais tu devrais aller plus loin, vas-y, fais-le ». Et en fait, je ne m'autorisais pas à le faire. Oui, on te disait peut-être que c'était pas un métier? Non, on ne me disait pas ça, mais en fait, je m'auto-censurais. Je pensais que c'était pas pour moi. D'accord, et en fait, si, c'est complètement pour toi. Mais carrément. Et tu as fait des confitures à la rose aussi. Oui. Oui, que tu vendais. Je suis quand même dans le thème. Hein. Oui, le rose m'a suivi. Hein. Et d'ailleurs, en jouant Le Petit Prince, il y avait aussi une histoire de rose. Ah bah oui, évidemment, donc, la rose. Je suis quand même assez cohérente comme rose. fille. Ah oui, tu jouais la rôle dans le Petit Prince. Alors, je jouais pas la rose, je jouais le Petit Prince. Le Petit Prince qui rencontre effectivement la rose. Est-ce que tu connais les vertus de la rose sur la santé mentale? Alors, absolument pas. Moi, je connaissais les vertus sur la peau,
en cosmétique, mais alors sur la santé mentale, pas du tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors sur le plan émotionnel, parce que moi j'ai fait mes recherches et j'ai regardé, l'huile essentielle de rose est très efficace contre l'anxiété, le stress, le surmenage, les émotions fortes et les déprimes passagères. Mais, Pas mal. non mais c'est impressionnant. Et en crème, elle a des vertus anti-inflammatoires Ouais. et cicatrisantes. Ouais. Mais, Je t'apprends quelque chose? mais carrément. Et alors ça vient Ça mettre, correspond, hein. mais ça vient mettre une couche de plus au fait que j'ai pas choisi cette couleur par hasard. Suite à mon accident à l'épaule, je me suis habillée en rose. C'est à cette époque-là que je me suis Tu habillée en voulais te rose. penser toute seule quoi, avec le rose. Mais parce que la vibration de la couleur, en fait, toutes les couleurs ont des vibrations. Hein. On connaît ça dans les arcs-en-ciel, les infrarouges, les ultraviolets. On sait qu'il y a des fréquences vibratoires. Et moi, intuitivement, je m'habillais en rose parce que je sentais que ça me guérissait. Le fait de m'habiller tout le temps en rose, c'était comme un doudou. Et, Ouais. mais C'est mignon de dire ça, scientifiquement, c'est prouvé. Non, mais c'est Ouais, je l'huile trouve ça, essentielle de ouais. rose. Mais il y a plein d'autres choses de couleur rose. Mais c'est Magali, notre coach santé mentale et développement personnel, qui va nous aiguiller sur le sujet. Bonjour. Salut Magali. Tout en rose, Magali. Tout en rose. Toi, Et tu es en j'ai- rose. Oui, j'ai tenu en fait à respecter les énergies du moment, donc la douceur, la bienveillance. Et donc effectivement, je crois beaucoup, comme a dit Virginie, aux vibrations des couleurs. Donc le rose, c'était l'occasion. C'est pas une couleur que je porte très souvent, mais Bah, ça te va bien. Ça te va très bien. merci. Et puis tu nous as amené plein de choses de rose aussi. Oui, alors voilà, effectivement, les aliments roses. On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des aliments rouges. Oui. Donc là, j'ai essayé de trouver donc, des aliments effectivement qui rejoignent en fait la couleur rose. Et, Alors, montre-nous. et je vais pouvoir vous parler de leurs bienfaits sur le mental, sur la gestion du stress, la fatigue, etc. Parce qu'effectivement, ils regorgent tous les trois de vertus assez exceptionnelles. Donc je vous les montre. Le premier, l'échalote rose. Très bon. Voilà, Avec des petites noix de Saint-Jacques. exactement un légume, Un peu de beurre. un légume aromatique qu'on utilise assez souvent de la famille des oignons, et je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai trouvé avec une petite surprise pour ce légume qui est souvent considéré comme un féculent. Oui. Et Waouh. c'est une mignon. forme de petite pomme de terre rose en cœur. Donc, et le troisième aliment rose, le radis. Ah bah oui, plein de bienfaits le Il radis. est plein de bienfaits, surtout de vitamine C, donc c'était important pour moi de vous le montrer. Voilà. Donc oui. Donc, Alors, dis-nous un petit peu les bienfaits de chacun. si je vous dis orange, citron, Vitamine C, Zélo. non? brocoli, vitamine C, exactement. Ça, ce sont des racines, enfin c'est dans la terre directement Oui, pour les deux, mais j'arrive pas à associer les sels minéraux peut-être. vitamine C. Vitamine Effectivement, C vitamine aussi. C, comme Ah, dit d'accord. Annabelle. Vitamine C. C'est vrai, il y en a dans les trois, effectivement, la vitamine C. Donc, on sait que c'est essentiel aussi au tonus, autant au niveau organisme, mais aussi au niveau mental. Alors, un peu différemment, il agit sur le stress en ayant une action sur l'aspect physiologique du stress. Tout ce qui peut être une altération de la respiration, etc., la D'accord. crispation du corps. Donc, la pomme de terre, donc, qui regorge donc effectivement de vitamine C, de vitamine B6 essentielle aussi à tout ce qui est défense immunitaire, tout ce qui est gestion du stress et des émotions. Ah Et bah les- oui, moi quand je mange une raclette, je suis Ou des parfaitement frites. détendue. Et oui, parce qu'elle regorge de glucides, effectivement, de glucides sous forme d'amidon. Et effectivement, on a un regain d'énergie avec la pomme de terre qui est assez incroyable et exceptionnel. D'accord, bah, Donc, dis voilà. donc, tu nous en apprends des choses, hein. Et l'échalote, bien évidemment, l'échalote en termes de magnésium, de fer et de phosphore. Donc c'est un aliment qui est juste extraordinaire pour gérer ses émotions, gérer son stress et effectivement pour faire palpiter un peu le sens et le goût des saveurs. Des saveurs, ah oui, ça ajoute toujours quelque chose. Et Ah les bah, vitamines, dis donc. ils sont plus ça quand c'est cuit ou quand c'est cru? Plutôt, alors cru, moi j'ai tendance à dire que la transformation, après transformation, on a un peu une altération des vitamines, des sels minéraux, etc. Donc je privilégie plutôt les aliments crus. Donc la pomme de terre à la vapeur. Exact. Parce que cru, Oui, ouais, à la vapeur, oui. c'est difficile, mais oui, donc pour qu'elle garde toutes ces saveurs et Absolument. toutes ces vitamines, tous ces bienfaits, il
faut la faire cuire à la Exactement. vapeur. Et Tout pas à trop fait. longtemps, hein, ça j'imagine. Pas trop Faut que longtemps. Faut qu'elle soit al dente. Exactement, juste ce qu'il faut pour conserver la chair et à la fois Ouais, les tout son saveurs sens, nutritives. elle garde tout son sens en fait. Exactement. Toutes ses vitamines. Tout à fait. Ah ben merci, tu savais tout ça? Pas Des du aliments tout. roses? Non, pas du tout. T'as vu, on t'a Moi, fait une oui. émission spéciale Ah ouais, rose. non mais vous êtes formidable. Et alors Magali fait beaucoup de yoga aussi. Oui. Et donc c'est une vraie yogiste. Alors je dis vrai et en même temps je suis maladroite en disant ça parce qu'il y a un vrai yoga, un faux yoga. En tous les cas, toi c'est dans les positions un petit peu... bon, on verra ça La dans une autre émission. respiration, la position. Mais je voulais en venir au yoga du rire dont on a parlé en début d'émission. Ouais. Et c'est pas un faux yoga, ce yoga du rire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Alors le yoga du rire, ça a été créé en 1995 en Inde par un médecin, Madan Kataria, qui s'est rendu compte que lorsqu'il faisait rire ses patients, eh bien ces patients guérissaient plus vite. D'accord. Donc il a commencé à étudier un petit peu ça de façon plus poussée. Il y a énormément d'études aussi scientifiques sur les bienfaits du rire, que ce soit sur le mental, sur le corps, voilà, de plus en plus, hein, depuis plus de 20 ans. Et il s'est dit, eh bien, je vais proposer des exercices ludiques, aussi bien pour les enfants, pour les adultes que pour les seniors. Et tout de suite, il avait cette vision de proposer une discipline qui soit universelle, donc accessible au plus grand nombre, très facile à comprendre et à mettre en œuvre. Et en fait, le principe, quand on démarre une séance de yoga du rire, c'est qu'on arrête de parler, on ne parle pas du tout. Normalement, ça se fait en déplacement, mais je peux vous montrer très rapidement comment ça se passe. Deuxième chose très importante, c'est qu'on garde le contact par les yeux, Visuel, parce que on garde vraiment tous... C'est comme s'il y avait une union entre chaque protagoniste de la séance de yoga du rire. Et puis, eh bien, on laisse faire la nature. Le rire est universel. C'est du rire sans raison. Je n'ai pas besoin de vous raconter des blagues cette fois-ci pour vous faire rire. Et simplement, on est dans l'imitation. Donc, l'animateur propose un geste, par exemple celui-là, que vous pouvez faire comme moi, si vous voulez. Voilà. Et puis, hop, c'est le téléphone du rire. C'est communicatif. C'est dur à sortir. Alors toi, tu as de l'entraînement quand même, hein? Alors oui, c'est le son. Moi, j'arrive pas à sortir le son. Attends, je rigole, mais c'est génial. Alors, c'est vrai qu'au début, on se Toi, tu rigoles force un sans petit son, peu. toi, d'habitude? Bah ouais, moi, je suis Alors off. voilà, j'en pleure, hein, c'est ce qu'on appelle pleurer de rire. Hein. Ouais. Et ça, c'est normal, hein, c'est le système parasympathique qui se met en place et qui, en fait, en amenant de l'oxygène, parce que lorsqu'on rit, le cœur bat plus vite, donc le sang se circule beaucoup plus vite. Ouais, on a tout de suite plus chaud là. Hein. Voilà, on a chaud, ça oxygène l'ensemble du corps, ça dynamise, et forcément ça fait un grand nettoyage, et les apaise. toxines Ah. s'évacuent aussi dans les larmes. C'est pour ça que lorsqu'on rit, eh bien on pleure. Ah Mais oui, c'est est-ce qu'il ça. faut se forcer au niveau au début? Alors par au exemple début, c'est vrai que quand on n'est pas habitué à faire du yoga du rire, on se force, et en fait... J'ai encore envie de rire, moi. Mécaniquement, en fait, c'est le diaphragme qui monte et qui descend. Donc on sent dès le départ qu'il y a une forte action au niveau du ventre. Les abdominaux agissent. Hein, quand on a un fou rire naturel, ben, on a mal au ventre. Ouais. Et puis C'est petit vrai. à petit, avec l'entraînement, en fait, moi, je ris tout le temps. Et il y a des gens qui chantent sous la douche. Moi, je commence ma journée en riant, en me faisant 10 minutes de yoga du rire sous la douche. D'accord. Et c'est pas du rire de comédie. C'est vraiment, tu rigoles vraiment. Il se passe quelque chose dans ton corps, en fait. Oui, il se passe quelque chose. En fait, j'envoie à mon cerveau un signal que, puisque je ris, il y a une raison. Donc le cerveau, en fait, lui, il ne fait pas la différence entre du rire forcé et du rire naturel. Oui. Donc si on se met à rire, le cerveau, il enregistre ça comme
quelque chose de positif et hop, toutes les hormones du bien-être se déclenchent. Hein, ce qu'on et ça appelle donne le sourire après. Ça fait du bien, là. Non, mais bon, là, on l'a fait 30 secondes, mais c'est vrai qu'il faut le faire plus longtemps. Hein, c'est ça, pour que ça une séance de fonctionne bien. yoga du rire, ça dure 1 heure. Oh là là, une vraie séance de sport. De, hein. ouais, 45 minutes de rire et 15 minutes de relaxation après, pour en fait faire infuser tous les bienfaits dans le corps. Et ce qu'on appelle la juste dose des hormones du bonheur, c'est la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Et en fait, toutes ces hormones sont déclenchées dès les premiers instants du rire. Oui, en fait, c'est vraiment scientifique. C'est complètement scientifique. Et puis, ce qui a été noté aussi, c'est que pour qu'il y ait un effet dans la durée, il faut rire minimum pendant 15 minutes d'affilée. Sinon, on a un effet immédiat, mais pas dans la durée. D'accord, pour le long terme. Pour le long terme. Bah disons merci. Mais avec on a envie plaisir. de rire Je vais aller encore. sous ma douche, je reviens. Quels sont tes projets à venir? Eh ben, le projet, mon plus grand projet, j'ai envie de dire, c'est de me laisser surprendre par la vie et par les belles choses. J'adore cette fin. Quelle conclusion incroyable. Merci beaucoup. Eh ben, c'était un merci plaisir. Virginie. Merci Magali. Merci Annabelle. Merci. On va aller faire un petit peu de bowling avec des radis. Des pommes de terre. Et voilà, suivez le conseil de Virginie. Riez au moins 15 minutes par jour. Ça fait du bien. Merci beaucoup Virginie. Merci. Et nous, on va se retrouver très bientôt avec d'autres invités dans Talk Show pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.